Et on va passer la parole à Baptiste Tornary qui va maintenant, donc chef économiste de BPI France, qui va maintenant nous présenter les grandes tendances de l'économie mondiale. Oui, il y a aussi Comment ça marche? peu Ok, importe, avec le clavier. clavier, ouais. Ok. Bonjour à tous, ravi d'être une nouvelle fois parmi vous pour ces rencontres annuelles de l'assurance export. Donc, bien comme l'année dernière, comme les années précédentes, je vais essayer d'utiliser ces 15 à 20 prochaines minutes pour discuter avec vous de nos vues, alors de façon assez synthétique, des principales perspectives de croissance qu'on voit pour l'économie mondiale dans les prochaines années, mais aussi les principaux risques qui gouvernent évidemment et qui vont continuer de gouverner ces perspectives de croissance d'ici notamment à 2024. Alors, pour commencer cette présentation, je voulais tout simplement partir directement de ces fameuses perspectives de croissance telles qu'on peut les dresser pour l'année en cours, 2023 et l'année prochaine, 2024. Vous avez ici sur cette planche résumé un petit peu les dernières prévisions des différentes institutions internationales, FMI, Banque mondiale, qui ont été sorties ces dernières semaines. Elles sont assez consensuelles. Et vous voyez, quand on voit un petit peu la carte de distribution des prévisions de croissance pour ces 2 prochaines années, ce que ça donne en synthèse pour l'économie mondiale et les grands groupes de pays, économies développées et émergents, eh bien, force est de constater, ça ne va pas vous surprendre, que eh bien, ça ne va pas si fort que ça en ce moment pour l'économie mondiale. C'est bien un ralentissement qu'on attend cette année de l'activité. Ça se traduirait par donc une croissance moyenne, vous voyez, de 2,8%, donc en baisse assez nette par rapport à l'année dernière, avant un rebond somme toute limité, anticipé aujourd'hui pour 2024. Ça va pas fort, mais ça va mieux que ce qu'on aurait probablement essayé de dessiner il y a 6 à 9 mois. On avait pas ces rencontres il y a 6 à 9 mois, c'était il y a un an, mais il y a 6 à 9 mois, on était vraiment au pic des craintes, en particulier pour l'économie européenne. Souvenez-vous, crise énergétique majeure. À l'approche de l'hiver, beaucoup de gens parlaient de scénarios de récession qui pouvaient emporter l'économie européenne pendant cet hiver. De récession, on n'a pas vraiment vu en réalité pour la zone euro ces 6 derniers mois. C'est vrai que vous avez pu lire peut-être dans les manchettes de journaux ces dernières semaines le contraire, une économie de la zone euro en récession, car effectivement, euh, vraiment, si on prend les chiffres, on a enregistré une décroissance du PIB très légère de 0,1% sur les 2 derniers trimestres. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les grandes économies de la zone euro, en fait, la croissance négative est très inégalement distribuée. On le voit en Allemagne, on ne le voit pas en Italie, en Espagne ou en France. Quand on regarde aussi ce qui se passe du côté du marché de l'emploi, toujours très dynamique, y compris en Allemagne, on n'a pas aujourd'hui les signaux d'une récession du côté de la zone euro, pas plus d'ailleurs que du côté des États-Unis, où là aussi la croissance ralentit, mais avec des signaux toujours positifs du côté du marché de l'emploi. Donc vous voyez les prévisions de croissance pour les économies développées, elles sont néanmoins assez impactées par ce contexte de l'inflation et de remontée des taux. Le corollaire, vous voyez 1,3-1,4% de croissance pour ces 2 prochaines années, c'est quasi un point quand même de croissance en moins par rapport à ce que ces économies développées avaient l'habitude d'enregistrer en moyenne avant la crise sanitaire. Donc c'est quand même un impact significatif. Qu'est-ce qu'on voit dans le reste du monde? Vous voyez que ce bloc pays émergents, qui est évidemment loin d'être homogène, lui aussi a enregistré un ralentissement en 2023, beaucoup plus modéré que les économies développées, avant un rebond plus significatif pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui cache derrière ces prévisions plus optimistes pour les pays émergents? Vous pouvez le voir sur la carte ici, avec ces couleurs. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de orange, rouge, donc ce sont des croissances très faibles, mais il y a encore beaucoup de vert dans ce monde émergent et en développement en particulier. Vous voyez du côté de la zone Asie et quelques régions du continent africain, notamment Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Alors pourquoi toujours ce vert? Parce qu'on avait évidemment des facteurs toujours structurels qui propulsent ces économies, la croissance démographique, des plans de développement et d'infrastructures, d'investissement en infrastructures toujours dynamiques. Parfois, des phénomènes d'industrialisation qui ont beaucoup avancé, notamment dans l'Asie du Sud-Est, où des économies ont réussi à tirer profit des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis.
Et puis aussi des facteurs conjoncturels qui vont porter ce monde émergent et ces zones en vert en 2023-2024. C'est la réouverture de la Chine qui s'est amorcée. Alors c'est vrai, les derniers indicateurs du côté de l'économie chinoise montrent que le rebond lié à la réouverture ne va pas être extrêmement puissant. Ce n'est pas la Chine des années 2010 qu'on va retrouver ces 2 prochaines années, mais néanmoins, c'est un fait, la croissance chinoise sera plus forte en 2023 et 2024 que ce qu'elle a pu être sur l'année 2022. Et tout ça va créer aussi un appel d'air pour ces économies qu'on voit en vert, notamment du côté de la zone Asie. C'est un rebond promis notamment des flux touristiques avec cette réouverture de l'économie chinoise et une intensification des flux d'échanges. On a des économies qui sont de plus en plus intégrées commercialement, que ce soit en Asie du Sud ou Asie du Sud-Est, avec l'économie chinoise depuis plusieurs années. Vous voyez, du bon, du moins bon pour ces deux prochaines années qui arrivent. Quoi qu'il en soit, derrière, il faut avoir en tête que malgré tout, il y a un ensemble de facteurs de risque de plus en plus importants qui rendent ces prévisions, il faut l'avoir en tête, extrêmement incertaines. Et c'est de ça dont je voudrais discuter en quelques planches pour terminer ce petit point d'actualité. Le premier facteur de risque, ça ne va pas vous surprendre, je vais vous parler de l'inflation et des politiques monétaires. Vous voyez, ça conditionne assez fortement les perspectives du côté des États-Unis et de la zone euro, qui sont attendus non pas en récession, mais en très fort ralentissement pour 2023-2024. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'inflation sur ces 2 zones? Vous voyez ici un petit peu sur le graphique de gauche la dynamique de l'inflation sur les derniers mois. Vous voyez qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint un pic d'inflation depuis à peu près le début de l'année 2023. Et l'inflation, en tout cas totale, ce sont les courbes en pleine sur le graphique de gauche, sont résolument à la baisse depuis plusieurs trimestres. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, l'inflation totale, évidemment, est liée à la baisse des prix des matières premières qu'on a enregistrées ces derniers trimestres. La moins bonne nouvelle, c'est que les hausses de prix, entre-temps, sont diffusées plus largement à l'ensemble des secteurs des biens et services dans ces économies, par le jeu notamment des revalorisations salariales. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pressions structurelles d'inflation, qui sont approximées par les courbes en pointillés, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, semblent avoir atteint un plateau, vous voyez sur le graphique, mais sont encore loin d'avoir amorcé une baisse, en tout cas une baisse résolue, et c'est vraiment ce qui guide aujourd'hui les politiques monétaires et les banquiers centraux. Vous avez entendu dans la communication récente des banquiers centraux qui n'ont pas encore arrêté de prévoir des hausses de taux supplémentaires. Elles ne seront pas très certainement excessives. On a déjà eu ces derniers trimestres une hausse assez importante des taux, que ce soit du côté de l'Europe ou des États-Unis, mais une politique monétaire qui va être toujours restrictive et en tout cas, si ce n'est des hausses de taux encore majeures à attendre, un plateau qu'on anticipe garder pendant encore un certain temps, au moins d'ici le 2e semestre 2024. Et donc, on voit bien le risque ici derrière dans lequel on entre, un pilotage assez incertain des politiques monétaires qui à la fois voit des signaux positifs de début de repli de l'inflation, mais qui est encore lent, qui voit du côté des facteurs de l'économie réelle un ralentissement, mais à la fois un marché de l'emploi qui est toujours dynamique. Donc le risque, c'est quoi? C'est d'en faire trop et trop longtemps. Et donc tout ça peut faire évidemment dérailler les perspectives de croissance. Aujourd'hui, le scénario, c'est un scénario qu'on qualifie de soft landing, c'est-à-dire les banques centrales arriveraient à faire atterrir l'inflation avec un atterrissage en douceur de la croissance de ces économies. Évidemment, si on est trop restrictif trop longtemps, c'est un scénario de hard landing qui pourrait se passer notamment avec des turbulences qui pourraient se faire jour dans le secteur financier. On en a déjà eu quelques exemples ces derniers mois. Donc risque important malgré tout donc, sur la croissance à surveiller côté Europe et États-Unis. Du côté du monde émergent, c'est un petit peu la même situation. Ils ont les mêmes pressions. En fait, une double pression du côté du monde émergent et des pays en développement. D'une part, parce que cette remontée des taux du côté notamment de la Réserve fédérale américaine, c'est évidemment une hausse des rendements qui a plutôt tendance à se faire détourner les investisseurs étrangers des marchés émergents. Donc, premier type de pression sur les devises,
première raison d'essayer d'y faire face en augmentant les taux. Et la deuxième pression, c'est comme pour l'économie américaine et les économies européennes, sont des économies qui ne sont pas immunisées contre le phénomène inflationniste. Vous voyez les chiffres des perspectives encore pour 2023 de l'inflation dans ces grands marchés émergents. Qui, elles aussi, tout simplement, subissent la hausse des prix, notamment des matières premières alimentaires et énergétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Ce que vous voyez sur le graphique de droite, les banquiers centraux ont plutôt suivi le manuel dans l'ensemble du côté de ces marchés émergents. Et on a assisté à une remontée parfois assez vigoureuse des taux dans quasi l'ensemble de ces économies. Quasi l'ensemble, parce que vous voyez par exemple la courbe en noir sur le graphique de droite, c'est la politique monétaire turque qui est représentée là. Et alors eux, ils ont carrément lu plutôt le manuel à l'envers, puisque voilà, donc ils ont décidé de réagir face à ces pressions inflationnistes de manière très hétérodoxe. Le résultat, c'est quoi? C'est un troisième mandat pour Erdogan, mais c'est une économie turque qui, vous le voyez, subit un phénomène inflationniste majeur, encore 50% à peu près d'inflation anticipée pour 2023 et un ajustement qui risque d'être douloureux. Risque économique donc qui va perdurer en raison de ce nouveau contexte mondialisé de hausse de l'inflation et des taux. Tout ce contexte, tout cet environnement, ça a aussi un impact assez fort, on le comprend bien, sur le risque souverain. Donc on peut le voir sur un certain nombre d'indicateurs de ce côté-là atteignant des niveaux sur certaines zones inquiétantes. Vous voyez sur le graphique de gauche ici, sont des indicateurs de pression du poids de la dette publique en pourcentage des recettes budgétaires des États, ici agrégés par les différentes zones géographiques du monde émergent. Et vous voyez que depuis en réalité 10-15 ans, on a un phénomène graduel de hausse de ces indicateurs, donc un poids de la dette de plus en plus lourd dans les budgets des États et qui, dans certaines zones, aujourd'hui atteint des niveaux assez alarmants. Vous voyez notamment pour l'Afrique subsaharienne, on est sur des niveaux désormais supérieurs à celui qu'on avait atteint à la fin des années 90, moment qui avait précédé l'initiative notamment de réduction de dette majeure PPTE. Donc, alors évidemment, derrière, ce sont des situations très différentes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier dans ces différentes zones. Je ne vais pas évidemment en faire le détail aujourd'hui, mais vous voyez sur le graphique de droite, ça se traduit par un nombre de pays qualifiés de surendettés ou en risque de surendettement fort par le FMI dans ses analyses de soutenabilité de la dette qui a tout simplement doublé en l'espace de 5 à 8 ans. Donc risque évidemment majeur dans ce contexte inflationniste et de hausse des taux qui devrait encore perdurer pour les prochaines années. Alors il y a bien sûr d'autres risques que ce risque entraîné par ce nouveau régime d'inflation et des politiques monétaires sont évidemment les risques géopolitiques qui vont être toujours importants et qui vont conditionner la trajectoire de l'économie mondiale dans ces 2 prochaines années. Du côté de la guerre en Ukraine, bon, on a eu plutôt des bonnes nouvelles ces derniers trimestres avec un reflux des prix des matières premières, notamment agricoles et énergétiques, du côté du gaz. Et ça, c'est un facteur d'assouplissement majeur, notamment pour les économies européennes. Il ne reste pas moins que ces marchés de l'énergie, ces marchés des matières premières restent sur des équilibres extrêmement tendus. Et évidemment, il est très difficile de voir ce qui va arriver dans ce conflit. Et le potentiel de perturbation est encore extrêmement important. Et tout ça pourrait redynamiser un petit peu potentiellement, en tout cas le phénomène inflationniste auquel les banques centrales s'attachent à lutter. Le risque géopolitique, il n'est pas que du côté de la guerre en Ukraine. On le sait, on est dans un monde de mondialisation dont la forme commence à changer de plus en plus. On a une mondialisation qui est passée de plusieurs décennies où le critère principal était celui de l'optimisation, de l'efficience, avec cette construction de chaînes de valeur assez large au niveau mondial. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde de mondialisation où le critère de sécurité devient de plus en plus important, prend le pas sur les autres considérations. Ça se traduit, ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, par des mesures de restriction
donc sur les échanges de biens, de services, sur les investissements transnationaux de plus en plus fortes, la courbe en gris que vous voyez sur le graphique de gauche. Et tout ça fait craindre évidemment une déconstruction de ces chaînes de valeur et donc un potentiel de déstabilisation pour le commerce mondial. On parle même parfois de risque de déglobalisation, c'est-à-dire de déconstruction de toutes ces chaînes de valeur. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Pour nous, non. Quand on regarde un petit peu la dynamique du commerce mondial, elle est toujours relativement puissante et en tout cas, elle suit celle de la production mondiale. Donc, il n'y a pas de commerce mondial en sous-régime par rapport à l'activité notamment industrielle qui produit les biens qui s'échangent. Néanmoins, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une recomposition assez importante des flux de commerce au niveau mondial. Et c'est par exemple illustré quand on regarde un petit peu la composition, l'évolution de la composition des échanges de l'économie américaine. On verrait la même chose du côté de l'économie chinoise, vous voyez sur le graphique de droite, avec des partenaires dont le poids relatif a beaucoup varié ces dernières années. Ce qui n'est pas toujours négatif pour certains pays. Vous voyez en haut de la pile des économies qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte de tensions géopolitiques. Le Vietnam en particulier, du côté de l'Asie du Sud-Est, Asie du Sud aussi avec l'Inde, et puis plus proche du marché américain, le Mexique. Dernier risque que je voulais illustrer et qui va continuer d'être en toile de fond, alors pas seulement pour les 2 prochaines années, mais pour les prochaines décennies, c'est un risque structurel, c'est le risque climatique qui est de plus en plus prégnant et une donne vraiment importante à tenir compte quand on fait l'analyse des risques pays pour le monde émergent et le monde en développement. Vous voyez ici sur le graphique de gauche, c'est une représentation de nos critères d'analyse de ce risque climatique pour les différentes économies, avec en horizontal les risques physiques, donc les risques liés à l'intensification de phénomènes de catastrophes climatiques, sécheresse, inondations, etc. Et en vertical, les risques de transition, donc liés aux besoins de changement de modèle. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de points rouges sur la gauche du graphique, c'est-à-dire là où les risques physiques sont les plus élevés, ce sont les économies à faible revenu qui pâtissent de façon disproportionnée de ces risques climatiques. Et on voit d'ailleurs, j'ai repris un graphique d'une très bonne étude de la direction du Trésor récente qui montre une intensification, c'est la courbe orange, des phénomènes climatiques extrêmes, notamment dans le monde émergent, beaucoup plus rapide que la courbe en bleu, celle pour les pays développés. Et on voit là un facteur de déstabilisation, un de plus, notamment pour les économies les plus fragiles à faible revenu. On a par exemple des économies qui peuvent dépendre très fortement du secteur agricole pour leur rentrée de devises. Et évidemment, ces événements climatiques peuvent les faire basculer dans une situation de pénurie de devises. On a l'exemple du Kenya, d'ailleurs, ces dernières années, par exemple, qui souffre beaucoup des sécheresses à répétition. Voilà un petit peu le panorama que je voulais vous exposer cet après-midi. J'en ai terminé là. Donc, vous voyez des perspectives de croissance assez contraintes, évidemment, dans ce nouveau contexte d'inflation, de politique monétaire restrictive autour du globe. Tout n'est pas noir non plus. Vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de potentiel de croissance. Mais c'est vrai, des risques qui augmentent et qui s'empilent et qui font que la situation va vraisemblablement être très volatile dans les prochains trimestres. Et donc, plus que jamais, il faut être préparé quand on veut attaquer les potentiels. Et ils existent à l'international. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis à disposition si vous avez des questions. Et sinon, je crois que je siffle le début de la pause. Pas encore, d'accord. Bon, ben, voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Merci.